Donc nous, maintenant étant dermato-allergos, on va vous refaire le plan du définition et du rôle du microbiote et donc du microbiome cutané. On va parler des pathologies propres à l'immunoallergo, donc l'ADA et le prurigo nodulaire, et les implications thérapeutiques qu'on peut trouver actuellement. Donc le microbiome, qu'est-ce que c'est le microbiote? Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vont vivre sur et dans la peau. Alors, c'est 1 milliard de germes par centimètre carré de la peau, 1,5 kg. Donc, c'est énorme. Hein, et donc, ça équivaut à 100 000 milliards de cellules microbiennes contre 10 000 milliards de cellules humaines. Donc, ça fait quand même une sacrée population sur votre peau. Et le microbiome, ça va être l'association du microbiote avec nos tissus qui vont évoluer vers cet écosystème. Alors en fait, on a une homéostasie qu'on va avoir avec ce microbiome. On a de multiples espèces microbiennes qui résident dans notre peau et qui vont favoriser la tolérance immunitaire. Elles vont susciter une réponse pro-inflammatoire et elles vont aider à l'entretien de la peau. À son tour, lui, l'hôte, il va fournir des nutriments pour maintenir à la survie microbienne. Par exemple, le Staph epidermidis, c'est un exemple typique de la relation intime qu'on va avoir entre le microbiote et l'hôte. Il peut à la fois stimuler et supprimer l'inflammation. Il y a de telles interactions microbiennes hôtes qui vont contribuer à cette stabilité de l'écosystème microbien et à l'intégrité de la peau. Mais il y a d'autres espèces, hein, par exemple le Roseomonas mucosa ou le Malassezia ou le Corybacterium accolens. Eux, ils vont ajuster les réponses immunitaires des kératinocytes et de l'hôte en fonction du contexte. Et donc, ce même microbe résidant dans la peau, par exemple, le C. acnes, donc le Cutibacterium acnes, hein, on pourrait croire qu'il est que délétère. Eh ben, vous avez tout faux. Il a des interactions bénéfiques au niveau de la peau. Il va maintenir un pH acide au niveau cutané, ce qui va rendre la peau adaptée à certains organismes. Les microbiotes les plus abondants et les plus courants dans les ensembles des données qu'on a actuellement sur le microbiome, ils ont été identifiés comme les agents responsables, finalement, des troubles et des maladies qu'on va représenter ici. Donc, finalement, c'est ceux qui nous aident et c'est ceux qui vont être délétères. Les espèces qui contribuent à la maladie dépendent souvent au niveau du site du corps, ce qui reflète la spécificité de la niche microbienne sur le plan cutané. Par exemple, le Malassezia spp et le Cutibacterium acnes, ils vont préférer les zones riches en sébum. Donc, les zones à tendance à hyperséborer, donc le cuir chevelu, le visage, la face antérieure du thorax. Et donc, par exemple, dans le Malassezia spp, ça va être la cause de la dermite séboréique qu'on va avoir au niveau intersourcil, cuir chevelu, sillon nasogénien, face antérieure du thorax ou cou. Et le C. acnes va créer l'acné. Malheureusement, donc, ces nombreuses espèces, elles peuvent causer de graves maladies systémiques si on va leur donner la possibilité de passer, en fait, de transiter vers les tissus plus profonds. Et donc, ça va se produire typiquement chez l'hôte immunossupprimé. Et donc, ça va mener à des bactériémies, à des infections des tissus mous au niveau des sites opératoires, des ostéomyélites ou des plaies chroniques. Le microbiome, il est composé donc d'une énorme diversité, comme vous voyez. Cette diversité, elle va s'étendre à travers les domaines du règne à la souche, et donc on va avoir une protection contre les agents pathogènes. Cette protection, ça va s'appeler la résistance à la colonisation. Et donc, le microbiome, il parvient comment? Il va donner une capacité à tuer ou à modifier directement la virulence des agents pathogènes par la sécrétion de peptides antimicrobiens, d'autres molécules, des captepsidines, etc. De plus, il y a de nombreuses espèces qui vont être capables de stimuler les kératinocytes. Le microbiome, il va signaler à l'hôte de mettre en place une réponse immunitaire protectrice contre les agents pathogènes envahissants, et ce, en interagissant avec le système immunitaire inné, mais aussi adaptatif. Il est important donc de noter que l'interaction microbienne et microbienne hôte combinée joue un rôle essentiel dans la santé finalement de l'hôte. Comment on va identifier ce microbiome cutané? Donc, c'est par analyse métagénomique. On va faire un frottis ou une biopsie. On va faire une amplification de l'ADN et puis un séquençage. Et enfin, on va l'identifier et le quantifier. Et par la suite, du coup, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs populations donc, de bactéries, donc, comme les firmicules, les protobactéries, les actinobactéries. Et essentiellement, ça va se tourner vers les actinobactéries et les bacilles.
Mais n'oubliez pas, comme on l'a dit précédemment, le microbiome cutané, ce n'est pas que cutané, il est aussi sous-cutané. Et donc, on va avoir des produits bactériens, d'ADN, ARN, antigènes, qui sont présents dans le derme profond et dans l'hypoderme, dans la peau humaine saine. Le microbiote cutané, c'est le microbiote le plus instable du corps humain, quand on compare avec le poumon, le tube digestif, et il va être très dépendant de multiples facteurs, notamment donc, la physiologie de l'hôte, l'environnement, votre système immunitaire, la génétique de l'hôte, donc par exemple la prédisposition avec un déficit en filagrine, le style de vie et les pathologies sous-jacentes, par exemple le diabète ou l'obésité. Et donc, on se rend compte, comme Dominique a dit précédemment, mais donc il y a une influence de l'âge sur le microbiote, et notamment aussi donc, le microbiote cutané, où c'est complètement stérile quand on est in utero, et avec la naissance, alors d'office plus par voie basse que par césarienne, il va y avoir une colonisation qui va se faire en quelques minutes, et la diversité du microbiote cutané va augmenter au fur et à mesure du temps et des années. Le site, ben ça, comme on avait vu avant, en fait, il y a une influence du site sur le microbiote en fonction donc de la concentration en glande sébacée, donc l'hyperséborée, le taux d'hydratation, de la température, mais aussi des zones exposées ou non. Donc, par exemple, tout ce qui va être propionibactéries, ça va être sur les zones à hyperséborée. Donc, cuir chevelu, face antérieure thorax et autres, comme je vous ai dit. Par exemple, tout ce qui est staphylocoque, ben, ça va être où typiquement les zones de colonisation, donc le nez, les creux inguinaux, les aisselles, interfessiers, mais aussi au niveau des creux poplités et des plantes des pieds. Le style de vie, ça, on s'en rend compte, c'est surtout avec la personne obèse. On s'est rendu compte qu'ils avaient un microbiote, finalement, qui était assez différent des personnes saines et qui va favoriser des pathologies cutanées plus marquées. Donc, par exemple, ils vont avoir plus de dermobactères ou de fasciatamia ou de phinigoïdes, alors qu'on n'a pas ça sur la personne saine. Comme je vous avais dit, donc, il y a une interaction importante avec notre système immunitaire, aussi bien avec une coopération de l'immunité innée, et le microbiote va éduquer et réguler l'immunité adaptative pour avoir une meilleure réponse. Comment on voit ça? Donc, par exemple, ils ont fait des études où on s'est rendu compte que si on avait une absence complète de la flore commensale, par exemple avec une souris knockout, qui n'a aucune flore, il y a une altération de la production de cytokines, IL-17 et interféron gamma par les lymphocytes T, et il y a une altération de la défense contre les infections. Cette souris, elle n'a pas de flore commensale, on rajoute un leishmanie major, il n'y a plus de souris. Par contre, on restaure cette flore et on va rajouter un staphylocoque épidermidis. Et bien là, on a une bonne réponse de la défense anti-infectieuse via la réponse anti-IL-17 et elle survit. Au niveau cutané, il y a un rôle essentiel des bactéries commensales dites staphylocoque coagulase négatives dans cette homéostasie cutanée, qui vont diminuer, donc surtout le S. epidermidis, qui va diminuer le portage en bactéries pathogènes comme le staphylocoque doré. Parce que vous allez voir, c'est surtout celui-là qui pose un souci au niveau cutané. Et donc finalement, les facteurs et microbiomes, mais donc, comme on a dit précédemment, c'est tellement de facteurs mélangés que c'est compliqué de dire qu'est-ce qui va vraiment aider. Alors, il y a effectivement la théorie hygiéniste, voie basse, césarienne, le style de vie. Qu'est-ce que vous mettez sur votre peau? Est-ce que vous mettez des désinfectants et autres? Tout ça, ça va changer en fonction de l'endroit où vous vivez, mais aussi finalement des facteurs génétiques et donc et de votre alimentation. Donc c'est vraiment tellement diffus en tout cas que c'est difficile de se dire il y a un facteur en particulier. Et donc la dysbiose et l'inflammation cutanée, on a une bonne diversité du microbiote au niveau de votre peau. On a un équilibre entre les microbes commensaux, les pathogènes et les systèmes immunitaires. C'est un bon ménage à trois. C'est harmonieux. On a une peau saine. On a une dysbiose. Dès qu'il y aura un déséquilibre du microbiote, il y a moins de diversité. Et donc, du coup, on mène à la pathologie comme l'acné vulgaire, la rosacée, le prurigo, la dermatite atopique, mais on a aussi le pso, le lichen simplex, mais aussi l'hydradénite suppurée. Et donc, il est essentiel pour cette barrière peau. On a une diversité du microbiome cutané et donc on a une intégrité de la barrière en temps normal. On a une production d'AMP et on a une régulation du système immunitaire inné et adaptatif. Par exemple, dans l'ADA, on va voir qu'il y a une diminution de la diversité du microbiote avec une colonisation par le S. aureus, une altération de la barrière, alors qu'il y a de l'œuf et de la poule, difficile à savoir,
mais du coup, on aura une pénétration d'antigènes bactériens, moins d'AMP qui est produit par les kératinocytes et les bactéries commensales, une réponse TH2 excessive. On va passer à la DA. Merci Gwendy et merci pour l'invitation. Donc maintenant, on voit que le microbiome, c'est finalement à un instant T, on fait une cartographie des bactéries cutanées et on voit que en fait c'est un équilibre et que dès que cet équilibre est détruit, eh ben il se passe des modifications qui vont générer ou non la maladie. Donc, on va se concentrer sur les pathologies, vu qu'on a un congrès d'allergologie. On a choisi volontairement l'ADA parce que c'est ce qui est largement développé et ce qui a été largement étudié. Il faut se rappeler quand même que la peau, c'est simple, hein, c'est notre organe le plus simple à atteindre, donc c'est simple à étudier. Le prurigo nodulaire, parce que ça a été développé. Après, on verra les implications thérapeutiques. Donc, pour la dermatite atopique, en fait, ce qu'on voit, c'est que vous avez dans l'ADA des variations du microbiote en fonction des poussées. C'est-à-dire que ce qu'on voit là dans ce papier, c'est que on voit que chez l'enfant, au moment des poussées, le microbiote il change. Ce qui veut dire qu'il y a au moins un rôle, même si vous savez qu'il y a plein de rôles et que la physiopathologie de la dermatite atopique est très variée, il y a au moment des poussées au moins un rôle d'une disruption du microbiome qui va générer ou participer au moins à la poussée. Donc, ce qu'on voit en fait dans cette partie-là, c'est qu'en fait, quand vous êtes en poussée de DA, vous avez une augmentation du Staphylococcus aureus. Et quand on est avec un traitement efficace, en fait, vous avez ce Staphylococcus aureus qui est pro-inflammatoire qui baisse et le Staphylococcus epidermidis qui est lui anti-inflammatoire qui remonte. Donc, on pourrait anticiper de dire que, comme ça a été fait dans le microbiome fécal pour les colites à Clostridium, on pourrait transposer un microbiome cutané pour essayer de lutter contre les maladies. Même si je vous rassure, c'est pas encore demain la veille, mais c'est l'hypothèse de dire comment on le restaure. Après, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le staphylocoque doré, c'est pas que une bactérie. Il va générer tout un tas de modifications qui vont générer des modifications de l'immunité. Par exemple, il va produire des toxines, en fait, qui vont être à l'origine de l'altération de la réponse inflammatoire vers une réponse anti-inflammatoire. Une réponse pro-inflammatoire. De même, il va se comporter comme un super antigène en sécrétant plein de molécules qui vont générer une augmentation de la formation des IgE et une augmentation de la réponse TH2. Donc, en fait, on pourrait penser qu'à l'état normal, vous avez un staph epidermidis qui est là. Et au moment du poussé, vous avez une disruption qui va générer une réponse inflammatoire exacerbée, d'où la poussée. Probablement sur un terrain génétique qui est déjà prédéterminé. Mais c'est un facteur sur lequel on peut éventuellement agir et on peut éventuellement modifier pour améliorer le traitement. Ce qu'on voit aussi, c'est que possiblement dans l'histoire de l'ADA, peut-être que le microbiome, si on maintient le microbiome chez un enfant, on maintiendrait une réponse anti-inflammatoire meilleure et on retarderait l'ADA. C'est l'hypothèse. Et peut-être qu'une dysbiose vraiment très précoce à l'âge jeune pourrait favoriser le développement des dermatites atopiques plus sévères plus tard. Ce qu'on voit en fait aussi, c'est que quand vous restaurez, en fait, vous voyez que quand vous avez de la dermatite atopique et sans dermatite atopique, vous voyez qu'en fait, il y a une modification de la flore cutanée vers une tendance vers le staph epidermidis. Ce qui veut dire que le staph epidermidis, il aurait un rôle préventif et il serait aussi un témoin de la réponse au traitement. On pourrait aussi penser que on contrôlerait chez les gens qui ont une mauvaise réponse au traitement la population cutanée, on verrait si on a restauré le staph epidermidis pour voir s'il faut faire une action là-dessus. Donc ça peut être aussi un marqueur à la fois de réponse, mais aussi peut-être une manière de prévenir la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la dermatite atopique? On voit que clairement, il y a une perte de la diversité, comme on l'a déjà dit. Vous avez une prédominance du Staph aureus. En fait, ce Staph aureus, il est vraiment prédominant au niveau des poussées. Vous avez d'autres germes qui sont dominants. Pour l'instant, on n'a pas encore l'impact de ces bactéries, mais elles sont importantes parce qu'on essaye de les analyser pour voir quel est leur impact et comment on peut agir dessus. Mais clairement, dans la dermatite atopique, le Staph aureus a un rôle majeur.
Quand on regarde aussi la propension des patients à se coloniser à Staph aureus, on voit que ceux qui ont une dermatite atopique, en fait, ils ont plus de proportion à être colonisés. Probablement que leur microbiome fait qu'ils vont modifier leur colonisation ou que leur microbiome est modifié pour que le Staph aureus se développe plus afin de générer plus d'inflammation. Et donc, à la fois, vous avez en peau saine une colonisation qui est accrue, mais aussi en peau lésée, ce qui veut dire que c'est un facteur génétique ou inné chez eux qui participe probablement à la maladie. On voit qu'en plus que le Staphylococcus aureus, il augmente avec la sévérité et avec l'âge, et que c'est pas exactement la même chose, on va le voir dans les autres pathologies, ça c'est assez spécifique à la dermatite atopique, mais aussi on verra tout à l'heure dans le prurigo que ce Staph aureus soit dominant. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le Staph aureus, il va, par tout un tas de substances qui va sécréter, générer la perte d'intégrité de la barrière cutanée et donc générer la perte d'intégration de la barrière cutanée, faire perdre certaines molécules d'AMP qui vont générer une baisse de la réponse inflammatoire et qui va en fait générer tout un tas de modifications physiologiques et pro-inflammatoires générant la maladie. Mais le Staph aureus va sécréter des substances qui vont altérer l'intégrité de la barrière cutanée, générant ce qu'on sait, comme vous savez, dans la dermatite atopique, il y a une perte de la barrière cutanée et le Staphylococcus aureus, il participe à cette fonction-là. Quand on regarde, après, c'est quoi l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule, le Staph aureus? On ne sait pas très bien. Les études sont très contradictoires. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais globalement, la revue systématique ne trouve pas qu'il y ait une preuve de l'amélioration de l'ADA quand on a traité le Staph aureus, parce qu'on pourrait se dire on traite le Staph aureus et on améliore l'ADA, mais c'est pas réellement ça. C'est probablement un cofacteur sur lequel il faut agir un moment. Donc après, ça c'est pour, je vais pas tout détailler, mais c'est pour vous dire que le Staph aureus, il sécrète tout un tas de choses qui vont agir sous toutes les plans de l'immunité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces facteurs peuvent être modifiés en pratique clinique, modifiés par différents traitements et qu'on pourrait agir en fonction. Et on pourrait imaginer détecter les produits du Staph aureus dans la peau et générer peut-être une action directe sur ces produits parce qu'ils participent à la physiopathologie de la maladie. Mais plus vous avez différents facteurs, plus c'est associé à un facteur de virulence majeur. Alors, vous avez aussi d'autres microbiomes qui sont altérés dans la dermatite atopique. Vous avez plus de virus, notamment de l'herpès virus, lié probablement par la destruction de la barrière cutanée qui va faire qu'ils sont plus colonisés. Vous avez aussi des molluscum contagiosum, vous savez, qui colonisent facilement les zones atteintes de l'ADA. Et donc, ça veut dire que vous avez quelques virus qui dominent, mais globalement, les virus commerciaux, ils sont là parce qu'ils arrivent à être contrôlés. Mais certains virus vont pouvoir passer et compliquer la sévérité de la maladie. Quand on regarde les levures, vous en avez une qu'il faut retenir, c'est le Malassezia, notamment dans une entité, on va y revenir, qui est la dermatite atopique de la tête et du cou, qui est particulièrement difficile à traiter. On sait par exemple, sous certaines biothérapies, elle se développe un peu plus facilement. Ça, c'est une vraie problématique parce que ça génère des problèmes chez nos patients. Donc, ces patients-là, ils se sensibilisent plus à Malassezia parce qu'ils est plus là, ils font plus d'IgE à Malassezia, donc ils réagissent plus à Malassezia. Mais est-ce qu'on a un intérêt à faire des traitements antifongiques? On va voir que dans certaines conditions, on pourrait traiter quelquefois, mais que c'est pas robuste. Je pense que c'est vraiment au cas par cas. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. C'est assez décevant, mais parfois, ça vaut le coup de le faire. Donc, c'est pour vous montrer dans la dermatite atopique, c'était de la head and neck. Vous savez que c'est une des complications du traitement par dupilumab, qui est l'anti-IL4, IL13. En fait, vous avez plus d'IgE anti-Malassezia quand vous êtes sous dupilumab. Et qu'on voit que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez que les IgE sont augmentés, en fait, vous avez des IgE contre Malassezia. Et que, en fait, quand vous traitez par itraconazole ou une autre molécule qui est l'inhibiteur de JAK, vous n'avez pas ça. Donc, probablement que cette sensibilisation, elle est aussi favorisée en partie par le dupilumab. Et quand vous réversez ça par d'autres traitements ou par un traitement antifongique, vous améliorez la maladie. Et on voit vraiment qu'on améliore vraiment la maladie en comparaison des autres. Et donc, c'est important parce que moi, dans ma pratique, ça m'arrive d'utiliser des antifongiques dans ces cadres-là pour passer une poussée et pour améliorer les gens transitoires. Donc, ce microbiome de levure, il est important. Alors, quand on regarde pour comparer une autre maladie qui est bien connue de la peau, qui est le psoriasis, en fait, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas de même signature dans le psoriasis. Vous avez quelques espèces qui vont protéger comme des corinés bactéries, mais il
il n'y a pas la même signature que dans la dermatite atopique avec un rôle majeur du Staphylococcus aureus. Et on pourrait donc penser que, en fait, on pourrait faire une signature bactérienne quand vous avez une maladie, parce qu'il y a parfois des pseudo-eczématisés, c'est pas la signature, et en fonction de la signature, on pourrait dire si c'est de l'eczéma ou du psoriasis, et faire la différence, parce que c'est pas exactement la même maladie, c'est pas la même action du microbiome, même si c'est un peu plus complexe dans le psoriasis, mais c'est des signatures et ça pourrait être utile pour une diagnostic différentielle. Je vais passer la parole à Yvonne. On va à la suite avec le prurigo nodulaire. En fait, finalement, ça va dans le même sens que la DA. Hein. Il y a des points communs entre donc, peau atopique DA, patient avec prurigo atopique ou juste vraiment le prurigo nodulaire sans DA, où on va se rendre compte qu'il y a une altération protéique, donc avec une diminution de la filagrine, une augmentation de la perte en eau, cette altération de la lamelle lipidique, donc c'est ce mur de briques sans le ciment, et une altération histologique commune, avec de l'acanthose, de l'hyperkératose et un infiltrat inflammatoire similaire. Probablement que par contre, on aura plus d'acanthose et d'hyperkératose dans le prurigo, ça de logique. Mais le terrain cutané du prurigo, il est favorable au Staphylococcus aureus, tout comme la DA. La seule chose, c'est que du coup, il n'y a pas eu autant d'études faites sur le prurigo, contrairement à la DA, mais finalement, on voit que c'est dans la même extension. Il y a quelques papiers hein, dans la littérature où finalement, on se rend compte que c'est très anecdotique. Hein, c'est que des clinical cases comme ça, un peu faits avec un seul investigateur, pas de double aveugle, donc en gros, pas grand-chose. Par exemple, ici, il y en avait un de 2013, d'Ashimav. Il se disait que donc, on a vu qu'il y a plus de Staphylococcus aureus qui prédominent dans les lésions de prurigo, au même titre que de la DA. Ce staphylocoque, il sécrète des superantigènes qui va majorer l'IL-31 par la voie TH2. Et vous savez, en fait, l'IL-31, c'est une voie très importante pour le prurite. Et donc, il se disait, si on diminue le staphylocoque doré dans le prurigo, alors on devrait diminuer la dégradation mastocytaire, moins d'IL-31, et donc moins de TH2, moins de poussée de prurigo, ou en tout cas moins de prurite. Et donc, ils ont fait ça sur 51 patients, ils ont fait des frottis sur les lésions. Plus ou moins la moitié était colonisée par du staph doré, et donc ils ont gardé juste ces patients-là qu'ils ont randomisés en 2 groupes en simple aveugle, et ils ont voulu comparer dermocorticoïdes avec atarax, et dermocorticoïdes atarax, ils ont rajouté du kétotifène et un antibiotique topique pendant 10 jours en fonction de l'antibiogramme. Et ils ont mesuré le prurite toutes les semaines en fait. Ils se sont rendus compte que dans le groupe traitement, il y avait une réduction du prurite. 9 patients sur 14, c'est partiel, 5 sur 14. Il n'y a pas du tout de disparition des lésions. Il y a juste une réduction partielle. Et puis, il y a le groupe contrôle, où là, on voit qu'il y avait une réduction modérée, sans régression totale des lésions. Alors, vous voyez, ça, c'est les seules choses qu'on va vraiment trouver dans le prurigo. C'est des études qui sont franchement contestables, hein, parce que, l'origine du prurigo, il y a une cause initiale éventuellement atopique, mais il se gratte. Donc, il y a du psychogène aussi. Si on rajoute 2 antihistaminiques, un atarax et un kétotifène, on ne peut pas se dire que l'antibiotique topique peut franchement aider. Pas de double aveugle. Donc, en gros, c'est très limité, franchement. En gros, on ne peut pas dire que ça marche. Par contre, il y a une étude plus récente hein, ils ont étudié la caractérisation donc, du microbiome sur les lésions au niveau du prurigo nodulaire et du lichen simplex. Donc, ce n'est pas le lichen plan ni le scléroatrophique, hein, c'est le simple lichen. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inclus des patients avec prurigo nodulaire modéré à sévère, du lichen simplex. Ils ont fait des prélèvements au niveau de la peau lésionnelle, de la peau saine, et puis ils ont fait des patients témoins. Ils ont bien sûr exclu les autres dermatoses, et bien sûr qu'il n'y ait pas eu d'antibiotiques les 4 semaines précédentes, bien évidemment. Et ils se sont rendus compte, donc ils ont évalué, ils ont regardé ce microbiote bactérien qui avait 650 espèces bactériennes dans 290 genres. Et en fait, on peut voir dans le tableau que les peaux lésionnelles, si on regarde à droite, il marche, bon, il ne prend pas, tant pis. Si vous regardez à droite par rapport à gauche, c'est qu'il y a une grosse diminution, il y a une grosse majoration des staphylocoques, et par contre, il y a une diminution du Cutibacterium. Alors, je le dis maintenant parce que finalement, ça a son importance. Donc, on voit qu'il y a une surreprésentation du staphylocoque doré dans les lésions, comme on voit dans la DA. Il y a une diminution du C. acnes, et par contre, il y a une grande diversité qui est entre les patients. On va se rendre compte qu'il y a une perte significative de la diversité du microbiome en fonction de peau lésée, peau saine, en plus du fait qu'il y ait trop de staphylocoque doré et moins de Cutibacterium.
on va se rendre compte, par contre, qu'il y a une structure bactérienne qui est différente entre les sujets coréens et américains. Et donc, il n'y a pas de... On se dit que finalement, cette pathologie, il y a une diminution de la diversité du microbiome. Et bien, chez les Coréens, on ne voit pas ça. Donc, probablement que c'est peut-être un autre facteur que la diminution de la diversité qui va mener au prurigo ou au lichen simplex. Par contre, il y a des grosses différences pour les Américains, et donc c'est vraiment une diminution de la diversité qui va faire la pathologie. Ensuite, donc, ils ont fait une prédiction des fonctions par un programme informatique qui s'appelle Picrus T2, qui a été créé par Harvard, qui va regarder finalement l'analyse métagénomique, en fait. Et donc, on va regarder quelle fonction, quelle bactérie va effectuer. Et on va se rendre compte que, donc oui, il y a bien une infection par Staphylococcus aureus, qui est une invasion des cellules épithéliales dans les lésions chroniques, que parmi les staphylocoques, le staphylocoque doré va contribuer à une majorité des altérations des fonctions donc normales au niveau cutané et qui va créer les pathologies comme le prurigo ou le lichen. Il remarque qu'il y avait un enrichissement de la résistance à la bêta-lactamase. Et donc, est-ce que tout ceci et la résistance aussi va contribuer à des souches particulièrement résistantes? C'est possible. Par contre, ils se sont rendus compte qu'il y avait une protéine qui était sécrétée par le staphylocoque doré, qui est la 6-protéine sérine protéase-like. Et celle-là, on se rend compte qu'elle est elle est bien augmentée de manière significative en nombre de copies dans les zones lésionnelles, et surtout que c'est corrélé au score de grattage dans la population coréenne. Donc finalement, c'est peut-être pas la diminution de la diversité chez les Coréens, mais plutôt la sécrétion de cette protéine. Et en fait, cette protéine, on a déjà vu auparavant dans la littérature qu'elle est démontrée dans de nombreuses réactions allergiques, ça va majorer la voie TH2. Donc en gros, en conclusion, le prurigo nodulaire, il est également associé à une diminution de la diversité microbienne, mais probablement chez les Coréens, vous avez vu, c'est pas le cas. Le staphylocoque doré, il domine le paysage microbien. Il va y avoir une corrélation avec les fonctions infectieuses et de résistance aux antibiotiques. Vous avez vu qu'il y a trop de staphylocoque doré et il y a une diminution du Corynebacterium acnes qui est prédicteur des lésions chroniques. Pourquoi? Parce que le C. acnes, que je vous avais dit, il est quand même important. Et là, lui, il inhibe la croissance du staphylocoque doré par production d'acides gras à chaîne courte. Et on a découvert cette protéine-like protéase qui est connue pour induire des réponses TH2 et vue de manière plus importante chez les patients coréens. Et donc l'abondance des protéases, l'invasion des cellules épithéliales pourrait contribuer à une activation aberrante des kératinocytes, induire une cascade inflammatoire qui sera plus contrôlée. Je repasse la parole. Donc moi maintenant je vais essayer de vous faire en termes thérapeutiques, c'est-à-dire certes le microbiome, il est altéré, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ça? Du point de vue thérapeutique, en fait, la question, c'est, comme on voit dans l'ADA, il y a beaucoup de Staph aureus, mais est-ce qu'on a intérêt à détruire le Staph aureus pour restaurer le microbiome, et est-ce qu'en le détruisant, on ne génère pas d'autres problèmes? Parce que le problème, comme l'a dit Gwendy, dans la résistance au Staph aureus, quand il devient résistant, ça engendre d'autres problèmes. Donc, est-ce qu'on doit le faire? Donc ça, c'est les différentes cibles qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on pourrait transplanter du microbiome cutané, on pourrait faire des applications topiques qui vont générer en fait une altération des produits des bactéries pour diminuer l'inflammation, ou on pourrait mettre des bactériophages qui vont essayer de lutter contre les bactéries sans être des antibiotiques et éviter les résistances. Vous savez que ça se fait beaucoup dans les brûlures en Europe où on traite les bactéries par des bactériophages parce qu'il n'y a pas de résistance, c'est assez simple à faire et c'est assez efficace. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la dermatite atopique? Alors, on a fait plein de choses. On a essayé des thérapies ciblées qui semblent assez intéressantes. On met des bactériophages ou d'autres molécules qui vont diminuer la lésion au peptidoglycan de la paroi cellulaire du Staphylococcus aureus. Ça a l'air d'être intéressant. Pour l'instant, les études sont en cours, mais ça a l'air d'être intéressant parce que c'est non spécifique et ça lutte contre la surpopulation de Staph aureus. Est-ce qu'on peut faire du greffe du microbiote? Eh ben, c'est la vraie question. C'est-à-dire qu'on pourrait choisir une bactérie comme Cutibacterium acnes qui va lutter contre, permettre la régulation du Staph aureus et permettre la régulation de l'inflammation, essayer de le transplanter.
Pourquoi pas? Ça a l'air de marcher chez certains patients, mais c'est plutôt des cas qui sont anecdotiques et isolés. Mais ça mériterait d'avoir des études, mais c'est assez complexe à faire. Et après, est-ce qu'on pourrait lutter? Parce que finalement, comme on vous l'a dit, il y a plein de facteurs. Il y a à la fois la virulence de la bactérie, mais il y a plein de facteurs qui sont sécrétés contre le staph. Et est-ce que de vacciner contre le Staph aureus, on générait une réponse contrôlée contre ce Staph aureus, on pourrait améliorer la maladie? Ça, c'est les hypothèses à déterminer, mais on ne sait pas pour qui, sur quelle lésion, et malheureusement, peut-être qu'un microbiome est différent d'un individu à l'autre, et est-ce que tout est exact chez un patient donné? C'est là où c'est compliqué. On pourrait aussi adapter le microbiome, par exemple, à une situation. Là, je vous ai pris le cas d'un article récent chez l'obèse. En fait, l'obèse a des facteurs, des modifications des bactéries et des lipides au niveau de la membrane, et on peut agir sur des facteurs de transcription comme le récepteur gamma activé par les peroxysomes, le PPAR gamma. En fait, il active, il modifie les lipides, et on pourrait agir sur ce PPAR gamma en modifiant la conformation lipidique des patients obèses, et est à l'origine d'une modification de l'inflammation et améliorer l'eczéma spécifiquement chez ces patients obèses, parce que je vous rappelle que la dermatite atopique de l'obèse, elle n'est pas TH2, elle est plutôt TH17, et c'est une dermatite atopique particulière. Et donc, peut-être qu'on peut s'adapter au microbiome de ces patients-là pour améliorer la pathologie, en sachant que ces choses sont en cours et ces molécules sont en cours de développement. Aussi, on pourrait, par exemple, un des traitements de la dermatite atopique, c'est les UV. Pourquoi? Parce que les UV, ça génère une augmentation des cellules anti-inflammatoires dans la peau, les lymphocytes régulateurs. Parfois, ça marche pas très bien, et on pourrait en fait agir sur le microbiome en augmentant, donnant des probiotiques ou d'autres substances qui amélioreraient la sensibilité aux UV et amélioreraient l'efficacité des UV. Et donc, on voit que les hypothèses sont multiples, qu'il y a beaucoup d'hypothèses, il y a plein de possibilités. Maintenant, le problème, c'est que c'est très variable dans le temps et c'est très variable d'un individu à l'autre. Et est-ce que ça marchera? C'est là où c'est compliqué. L'idéal, ce serait d'avoir un buvard qui détermine le microbiome d'un patient, voir ce qui est développé et voir comment on peut le bloquer à un patient donné, mais pour l'instant, c'est pas demain la veille. En pratique, donc le microbiome, ça fait partie des facteurs qui influencent la maladie. Est-ce que c'est vraiment la cause de la maladie? Sincèrement, on pense pas. C'est un facteur en plus, comme un facteur qui va allumer la mèche. En connaissant mieux le microbiome, on peut peut-être agir sur les poussées, agir sur la thérapeutique et améliorer les patients, parce que c'est ce qu'on veut tous quand les patients sont résistants. Et peut-être qu'on pourra agir dessus à l'avenir, comme on l'a démontré dans le tube digestif, pour essayer d'améliorer la maladie et avoir une thérapie qui s'ajoutera à notre arsenal thérapeutique. Nous vous remercions.